Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo et on va parler du Loch Ness. À la base, cette vidéo ne devait pas du tout exister, c'était un script pour le casting de Seb Lafrite qui cherchait des auteurs. J'ai pas été retenu, j'ai pas été recontacté, rien, et donc je me suis dit qu'il fallait bien que ce script serve à quelque chose, donc j'allais en faire la vidéo moi-même. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Accrochez-vous, on est parti, c'est une histoire assez passionnante et assez longue, donc j'espère que vous avez un peu de temps. Posez-vous, petit popcorn, petit canapé, petite couverture, chocolat chaud, et on est parti. Donc on va commencer par l'Antiquité. Vous inquiétez pas, c'est pas un cours d'histoire, le but c'est pas que ce soit chiant, c'est juste pour qu'on parte tous avec les mêmes bases de qui est Nessie et des connaissances qu'on a de cet animal. Donc les premières traces qu'on a de Nessie remontent à l'Antiquité. Il y a très peu de chances que ce soit Nessie lui-même, mais il semblerait que ce soit une créature qui lui ressemble énormément, puisqu'on retrouve des sculptures de créatures sous-marines, mi-dinosaures, mi-serpents, ce qui ressemble quand même vachement à la description qu'on a de Nessie actuellement. Quant à la toute première trace écrite de Nessie, eh bien elle remonte à 565 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un récit hagiographique. Pareil, pour les trois du fond de la classe, un récit hagiographique, en fait c'est un récit religieux sur l'œuvre ou sur la vie d'un saint. Et ici c'est un récit hagiographique sur l'œuvre du saint Colomba qui a sauvé son disciple du monstre du Loch Ness. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'Écosse et les Highlands, plus précisément. Parce que ça va être comprendre beaucoup pourquoi en fait il n'est pas si étonnant que ça que Nessie apparaisse dans les Highlands et en Écosse. C'est une terre qui est très ancienne, qui a connu beaucoup de chamans et de magie en règle générale, et donc finalement c'est une terre assez mystique et qui est très propice à ce genre de monstres un peu surnaturels. En vrai, nous on connaît surtout le Loch Ness, qui est le nom du lac, et pas le nom du monstre, parce que c'est le monstre du Loch Ness. Pareil, un peu de français, mais ça n'a rien à voir. En fait, on connaît surtout le Loch Ness pour son monstre parce qu'aujourd'hui c'est le plus connu, mais des lochs comme ça, il en existe plein. On a par exemple le loch Away qui est habité par des créatures sous-marines, des spectres, etc. Ou le loch Lomond qui lui est habité par des esprits de la nature. Et en fait, ces créatures, elles sont là pour protéger les trésors enfouis dans ces lacs. Pour les protéger des petits curieux qui chercheraient à s'aventurer dans les lacs pour récupérer ces trésors et tout cet argent. Donc voilà, en réalité le plus connu c'est le Loch Ness, mais il y en a plein d'autres en fait. Tiens, et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on l'a appelé Nessie? Eh ben en fait c'est tout simplement le tourisme écossais qui a appelé le monstre du Loch Ness Nessie. L'objectif c'était juste de le rendre un peu plus sympa pour attirer les touristes et les enfants et qu'ils fassent moins peur. Voilà, tout simplement. Ok, maintenant qu'on vient d'établir un peu que finalement le Loch Ness c'est peut-être bien un lac parmi tant d'autres, un peu mystérieux, mystique, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Pourquoi l'Écosse en tant que telle? Bah comme on l'a dit, c'est déjà parce que c'est une terre très mystique qui a toujours abrité un peu des chamans, de la magie, etc. Mais c'est aussi le temps qui est propice. Parce que je vous rappelle qu'il fait froid, que c'est très souvent pluvieux et brumeux. Et donc du coup, tout ça, pluie, brume, froid, c'est quand même très propice à voir des choses. Ce qui explique pourquoi on verrait le Loch Ness dans les Highlands et en Écosse, et pas ailleurs. Voilà. Bon, maintenant que le décor est planté, qu'on comprend un peu pourquoi ce serait en Écosse que la créature serait apparue, qu'est-ce qu'elle fait là, etc., on va se concentrer maintenant un tout petit peu plus sur Saint Colomba. Eh ouais les mecs, on l'a pas oublié, on y vient, c'est parti. Bon, maintenant que le décor est planté, on peut revenir sur Saint Colomba. Comment ça se fait que Saint Colomba ait dû sauver son disciple des crocs du Loch Ness? En fait, c'est tout simple. Il y a un petit château à côté où Saint Colomba et son disciple logeaient, et tous ses disciples logeaient d'ailleurs, et son disciple vit une barque abandonnée au milieu de l'eau. Et il décida donc d'aller la récupérer pour la ramener. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, c'était quand même vachement pratique d'avoir une barque à disposition. Donc, en réalité, ça peut se comprendre. Sauf que, il nageait, et là d'un coup il se retrouve nez à nez avec le Loch Ness. Dans le récit, c'est raconté comme une créature énorme qui sortit des eaux, prêt à dévorer le disciple. Et c'est là que Saint Colomba sauva son disciple en priant Dieu de sauver son disciple, et ce fut le cas, la créature repartit dans les profondeurs. Donc suite à ce miracle de Saint Colomba, on retrouve les premières traces écrites du Loch Ness, et c'est surtout la première fois que des hommes voient le monstre du Loch Ness. Donc voilà, de ce jour-là jusqu'au XVIIIe siècle, le mythe
perdurera encore un peu, on continuera d'entendre parler de Nessie, mais c'est à partir du XVIIIe siècle qu'en fait ça s'estompe un peu. Jusqu'en 1933, où on a le couple Mackay qui voit une créature bizarre quand même, et qui va donc le rapporter au journal local l'Inverness Courrier, qui est un journal qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui. Le couple rapporta au journal d'avoir vu une créature mi-serpent, mi-dinosaure dans les eaux du Loch Ness. Évidemment, la presse locale s'en prit à cœur joie et en fit des dizaines d'articles. En 1934, c'est Robert Kenneth Wilson qui prend cette fameuse photo du Loch Ness qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà, cette image du Loch Ness est donc devenue légendaire, puisqu'encore aujourd'hui, tout le monde la connaît. Et surtout, elle relança le mythe du Loch Ness. Grâce à ça, des centaines et des centaines de personnes vont en Écosse pour voir le monstre du Loch Ness. À tel point que le chef de police local demanda au gouvernement de mettre la créature sous protection pour la protéger, tout simplement. Sauf que la demande n'aboutira pas. Voilà, au moins il aura tenté de sauver une légende locale. Depuis 1934, la légende ne s'est jamais éteinte. Cette photo a relancé le mythe, et depuis, des centaines et des centaines de personnes vont sur les lieux pour le voir, et on regroupe près de 1000 témoignages depuis 1934. C'est pas mal, on peut dire que c'est un buzz qui dure depuis assez longtemps quand même pour Nessie. Bon, donc on vient de voir comment le mythe de Nessie est apparu, ce qu'il en devient à peu près aujourd'hui, et surtout comment est-ce qu'il devient connu dans les années 1930. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'espère que vous êtes bien installés tranquillement dans votre canapé parce que j'ai pas de montre, mais on en a encore pour un petit bout de temps ensemble. Alors c'est parti, on n'en perd pas plus que ça. Alors, on s'était arrêté en 1934, mais on va revenir un tout petit peu plus tôt au XVIIIe siècle. Ne vous inquiétez pas, ça va être très rapide. En fait, on retrouve de cette époque-là des récits de marins qui naviguaient autour de l'Écosse et qui disaient voir des créatures, des mers, des serpents géants, plein de choses finalement. Et encore une fois, comme on l'a vu, au vu du background local, de la culture locale, c'est pas si étonnant que ça finalement de voir des choses comme ça. Du coup, des recherches paléontologiques sont faites au 19e siècle. Et logique... Ah bah les mecs, je vous ai pas menti, hein. Je vous avais dit que le 18e siècle c'était très rapide. Alors on enchaîne. Attends, j'en étais où? Je regarde juste. J'en étais où? Voilà. En fait, ces recherches ont lieu parce que des naturalistes pensent qu'il pourrait s'agir d'un plésiosaure. Ouais, vous rêvez pas, c'est bien ce dinosaure qui aurait disparu il y a 66 millions d'années, mais pourquoi pas, Après tout, on sait jamais. Cette théorie est très peu appréciée à cette époque-là parce que la cryptozoologie n'était pas hyper développée. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la cryptozoologie concrètement? En fait, c'est tout simplement l'étude d'animaux cachés. Vous connaissez le Loch Ness, vous connaissez Bigfoot, vous connaissez le Yeti. En France, on en a aussi, on a la bête du Gévaudan ou la bête des Vosges. C'est un peu considéré comme de la cryptozoologie. Et à cette époque-là, c'était pas super bien vu. Il faudra attendre quelques années, les années 60, 70, 80, pour que ces pratiques-là se développent, finalement. Sauf que nous, on a Rupert Gould, je sais pas trop comment ça se prononce, vous le prononcerez comme vous voulez, qui, dans les années 1930, sort une étude qui s'appelle The Case of the Sea Serpent. The Case of the Sea Serpent, c'est très simple, c'est une étude qui regroupe tous les récits, tous les témoignages et toutes ces recherches qu'il a faites sur le lac et sur le monstre du Loch Ness. Et la conclusion de cette étude, c'est tout simplement qu'il s'agit soit d'un serpent des mers, soit d'un plésiosaure. Et là, vous pourrez vous dire, bien joué Sherlock, parce que tu as tout simplement repris les deux théories les plus connues, tu les as mises dans ton bouquin et maintenant tu le vends comme une étude. Sauf qu'en réalité, c'est un peu plus important que ça parce qu'en fait, il s'agit de la première étude concrète que l'on peut retrouver sur Nessie, du premier mec qui s'est penché réellement sur Nessie et sur ce que ça pourrait être. Donc c'est un peu plus important que juste un bien joué Sherlock. Bon, je dois vous avouer que je vous ai aussi un tout petit peu menti parce que je vous ai dit que Nessie depuis 1930 ne s'était jamais éteint. C'est pas faux, mais en revanche, il s'est quand même un peu essoufflé jusque dans les années 70. Et la raison est très simple, c'est qu'en fait, comme tout mythe, comme toute légende ou comme tout ce qu'on ne comprend pas, on a besoin de l'expliquer. Il y a donc eu des recherches, la science a recherché concrètement ce que c'était, a tenté de découvrir ce qui se passait dans le Loch Ness, et la raison est très simple de pourquoi finalement le monstre du Loch Ness s'est essoufflé. C'est juste que
la science n'a rien réussi à prouver et que tout ce qu'on a vu, c'était quasiment que des fake news. Donc forcément, on n'a plus vraiment envie d'y croire. Et dans les années 70, on retrouve la parascience. Et ça, c'est quelque chose de beau, parce qu'en fait, la parascience, c'est détesté par les scientifiques, mais adoré par les non-scientifiques, parce que ça permet d'expliquer ce que la science n'explique pas, ou ce que la science ne comprend pas plutôt. Et du coup, le Loch Ness, il tombe pile poil là-dedans. Est-ce que c'est pas beau ça? Et c'est ce qui fait que dans les années 1970, en fait, Nessie repart de plus belle et reprend du galon, il bombe le torse et il y retourne. Et c'est de nouveau intéressant, Nessie. Puis dans les années 2000, les technologies se développent, ce qui permet de faire beaucoup plus de recherches au sonar. Et des expéditions se font de plus en plus, elles sont de plus en plus grosses. Et on a notamment des groupes de recherche qui se développent. On a par exemple le Loch Ness Center, qui est un groupe de volontaires qui mènent des Loch Ness Exploration, qui sont juste des explorations du Loch Ness, où le but n'est pas forcément de trouver le monstre du Loch Ness, mais plutôt de faire des recherches, de comprendre la faune et la flore du Loch Ness, et d'en apprendre un peu plus sur ce loch. Donc voilà, finalement ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que même si la cote du Loch Ness n'est pas à son maximum, que c'est pas le moment où Nessie a le plus de buzz, en fait on a quand même des gens passionnés qui continuent de faire des recherches, qui continuent de s'y intéresser, et qui surtout cherchent à comprendre l'environnement local. Et puis aussi en 2025, parce que c'est l'année qui vient de se terminer, on a toujours autant de vidéos sur le monstre du Loch Ness. Et puis finalement, est-ce que c'est pas juste beau de voir des gens passionnés qui nous partagent ce qu'ils aiment au quotidien sur YouTube? Parce qu'effectivement, en 2025, on a peu eu moins de vidéos sur le Loch Ness que les autres années. Et est-ce que c'est pas juste ça qui compte? C'est pas juste ça qui serait important, le fait qu'il y ait des gens passionnés qui continuent de faire des recherches et de s'intéresser à Nessie? Oh là là, c'est... Coupez la caméra, putain c'est trop beau ce que je viens de dire. C'est même pas encore conclu la vidéo, elle est même pas encore conclue. Bon, maintenant qu'on se connaît un peu mieux avec Nessie, on va pouvoir répondre à la question: est-ce qu'il est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on sait de lui lors de ses apparitions? On va toutes les reprendre une par une. On va commencer par son apparition de 1934, la photo prise par Robert Kenneth Wilson. En fait, il prend cette photo, il la transmet au Daily Mail de Londres, qui est un journal qui existe encore aujourd'hui, et le Daily Mail la publie. Sauf que, comme vous le savez tous aujourd'hui, cette photo, elle est fausse. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire derrière cette photo fausse. Parce que c'est pas juste Robert Kenneth Wilson qui a truqué la photo, non, c'est une histoire de vengeance qu'on a là. Pourquoi? Parce que c'est un certain Marmaduke Wetherell qui fait ce bobard. Et ce mytho, en fait, il consiste en quoi? Il consiste tout simplement en un bateau téléguidé, avec une construction en bois dessus, et il a dupé le monde entier pendant près de 50 ans. Voilà. Super les journaux. Et donc la question maintenant que vous vous posez, c'est pourquoi il a fait ça? Et en fait c'est super simple. Marmaduke Wetherell, 1 an plus tôt, il bossait dans un journal et il s'est fait virer. Quel était le journal? Évidemment, il s'agit de Daily Mail. Et du coup, il a décidé de se venger de Daily Mail. Pour ça, il a convaincu Robert Kenneth Wilson de prendre la photo et de la publier. Et à votre avis, pourquoi il s'est fait virer à Marmaduke? Ouais, pour falsification de documents. On peut voir qu'en 1 an, il n'a pas tant que ça appris finalement notre boug. Mais alors comment est-ce qu'on a su que c'était faux? C'est son beau-fils qui le poucave. Putain, on peut vraiment plus faire confiance à personne quoi. Parce qu'en fait c'est son beau-fils qui a construit ce radeau. Voilà. Moi j'aimerais qu'on souligne un point quand même pour Marmaduke Wetherell. Est-ce qu'on serait pas sur le tout premier prank de l'histoire? Un prank international quand même qui a dupé tout le monde. Voilà, je pense que plutôt que de voir ce mec comme une fraude, on devrait le voir comme un prankeur. Juste YouTube n'existait pas à cette époque-là, il avait nulle part pour publier son prank à part dans les journaux. Bon voilà, pas de bol, je pense que c'est surtout une coïncidence et qu'on avait un mec débordant d'imagination, d'innovation et surtout on avait un précurseur. Bon, tant pis, 1934 c'est faux, tout le monde le sait, c'est pas grave. On passe à 1938, parce qu'on a un Sud-Africain qui filme Nessie pendant 3 minutes. C'est long 3 minutes. Et cet extrait là, cette vidéo de 3 minutes, elle a été utilisée dans un film. Sauf que c'est faux aussi, Elle a été reprise, c'est faux, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est 1930, c'était pas pour nous. On va faire un bond dans le temps de 30 ans, on va remonter en 1960, où on a encore une fois un nouveau film qui sort, où on voit 2 boss dans l'eau.
c'est faux aussi. En fait, quelques années plus tard, on a réussi à améliorer l'image. Je vous épargne tous les détails techniques parce que moi-même, j'ai pas compris. Et c'est juste des vagues. Ouais, c'est pas gagné. C'est pas grave, parce que comme on l'a dit, on a des gens passionnés. Donc du coup, les recherches, elles continuent. Et on arrive en 2007. Parce qu'en 2007, on a une nouvelle photo qui sort du Loch Ness. Et là, cette fois-ci, c'est sûr, on est en 2007. Les technologies, elles sont déjà bien. On a progressé. C'est sûr, c'est une loutre. C'est juste une loutre. Voilà. Bon, 2007, c'est pas encore à nous. C'est pas grave parce qu'on arrive en 2011, ou en 2011 on a une expédition qui se crée. On a des recherches au sonar, on ratisse tout le lac jusqu'à détecter un signal sur ce putain de sonar. Et alors là, je vous raconte pas comme le navire s'excite à l'idée de voir le Loch Ness. C'était des branches. Putain les mecs, à un moment donné on peut plus rien faire quoi. Des loups, des photos truquées, des branches, des constructions en bois, putain. Comment on peut bosser dans ces conditions-là nous? Bon, donc concrètement, vous l'aurez compris, on bosse globalement avec des bras cassés et en fait, quasiment tout ce qui est revenu fake, quoi. Sinon, il y a des images sur lesquelles on a encore un doute, mais vu que tout ce qui revient autour est faux et c'est prouvé, il y a de fortes chances que ces images-là aussi soient fausses. C'est pour ça qu'on n'en parle pas ici. Je vous ai dégoté que les pépites, que vraiment les boss du game. Les boss du game, ouais. Ouais, c'est beau les boss du game. Bon, je sais que la question que vous posez là actuellement, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on sait du Loch Ness aujourd'hui? On va y répondre, mais avant ça, j'aimerais qu'on passe à un petit chapitrage bonus sur des anecdotes que je trouvais intéressantes à mettre dans cette vidéo. Voilà, je savais pas trop où les caser, c'est là que ça apparaît, on y va. Vous vous souvenez, on a parlé du couple Mackay qui en 1933 voit une créature et rapporte ça au journal local, l'Iverness Courrier. Et devinez qui s'est occupé de l'affaire. Voilà, vous le savez pas, hein, ça n'a rien de transcendant, il s'agit juste d'un journaliste appelé Alexis Campbell. Sauf que Alexis Campbell, il voit une belle opportunité de faire du buzz quand même. Parce que, effectivement, c'est lui qui va s'occuper de toutes les apparitions du Loch Ness par la suite. Il va du coup récupérer le témoignage du couple Mackay, et par la suite, il va même dire avoir récupéré d'autres témoignages. En plus de ce témoignage-là, il va lui-même alimenter le récit en disant, je cite, et je vais me permettre de récupérer mes notes pour vous le lire précisément, « Nombreux sont les habitants à croire qu'il s'agit d'une créature préhistorique, et il affirme aussi que nul ne sait quand est-ce que nous l'apercevrons de nouveau. » Donc, on peut se poser des questions quand même sur la légitimité de ce que raconte Alexis Campbell. Voilà, donc en fait, Alexis Campbell, il entretient quand même vachement ce mythe. Et on a un journaliste, on a un reporter qui se rend sur place, qui est Philip Stalker. Il est reporter pour le journal de Scotsman, et il vient pour récupérer des témoignages sur le monstre du Loch Ness. Je vous laisse deviner qui est interviewé à ce moment-là. Effectivement, vous avez raison, il s'agit bel et bien d'Alexis Campbell. Voilà, il est un peu considéré comme celui qui a relancé le mythe du Loch Ness à cette époque-là, parce qu'en fait, il n'y a que lui qui parle du Loch Ness quasiment, et il est le seul journaliste à en parler. Non pas que les autres ne veuillent pas, juste parce qu'il monopolise l'affaire. Voilà. Donc du coup, des questions se posent sur est-ce que c'est réellement un travail journalistique? Est-ce qu'il a une opportunité de grimper les échelons dans son journal? Est-ce qu'il a une opportunité de booster le tourisme? On ne saura jamais vraiment, mais je trouvais ça drôle de savoir que pendant plusieurs années, c'est absolument le même mec qui a parlé de Nessie dans la région et qui a récupéré tous les témoignages. La deuxième anecdote, elle est vachement moins drôle. Je vais vous mettre une petite vidéo, rapidement, pour que vous soyez le même contexte que moi quand j'ai découvert la vidéo avant que je fasse mes recherches. Celui que vous venez de voir dans la vidéo, c'est John Cobb. Je vais vous rappeler vite fait son palmarès. À cette époque-là, c'est l'homme le plus rapide sur Terre. Personne n'a été plus vite avec un véhicule que lui. Sauf que lui, il en veut plus. Et il décide d'être l'homme le plus rapide sur la mer. Du coup, il choisit le Loch Ness en 1952 pour être son terrain de jeu. Vous voyez son bateau? Je sais pas trop comment on appelle ça, mais ça a quand même pas l'air super sécure pour l'époque. Mais
Il est allé, grâce à ça, à une vitesse d'environ 320 km/h. C'est assez énorme, sauf que, il en mourra. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pris visiblement une vague qui a fait que le bateau a sauté et dans l'eau. Sauf que je vous rappelle qu'à cette vitesse-là, l'eau, c'est du béton. Aucune chance de survie. Sauf que pour les locaux, il n'y a pas de doute, c'est Nessie qui est derrière tout ça. Visiblement, il n'avait pas envie que quelqu'un vienne faire un challenge de vitesse sur son lac. Et il l'a coupé net. Faut pas déconner avec Nessie, visiblement. Bon, je sens bien que... Voilà, j'en ai conscience que cette anecdote, elle a un peu foutu le cafard, mais c'est pas grave. On enchaîne, on passe à la suite, on y va. Bon, entre 1933 et 2026, on peut clairement établir que les technologies ont évolué, les techniques aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ce Nessie? Parce que je tiens quand même à vous rappeler l'expédition de 2011. Mais du coup, en 2019, on a une ultime expédition qui s'organise. C'est des Néo-Zélandais. Donc je peux vous dire que les mecs qui viennent, ils sont déter. C'est à plus de 18 000 km du Loch Ness. Donc ils ont qu'un seul objectif, trouver Nessie. Ils ont gratissé tout le lac, de long en large en travers. Ils ont récolté plus de 250 échantillons sur la faune et la flore locale. Aucune trace de Nessie. Ils expliquent que le plus probable, ce serait qu'en fait, ce soit tout simplement une anguille géante. On est quand même bien loin du plésiosaure de base. Une autre théorie très probable qui est également celle de certains scientifiques, ce serait tout simplement la théorie des vagues stationnaires. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque deux bateaux naviguent et que les vagues se rencontrent à une certaine fréquence, c'est assez compliqué aussi, mais lorsqu'en gros, les vagues se rencontrent et que toutes les conditions sont réunies, ça donne l'impression d'avoir deux bosses dans l'eau, alors que c'est juste des vagues qui sont bloquées l'espace de quelques secondes et qui redescendent. Le fait est que, encore une fois, on est encore très loin de notre plésiosaure qui aurait survécu 66 millions d'années. Cependant, pour certains fans de Nessie, il reste encore une théorie qui est probable. C'est que la première fois qu'on a entendu parler de Nessie, qu'on a un réel écrit, c'est celui de Saint Colomba et de 565 après Jésus-Christ. Donc le bordel, ça ferait plus de 1400 ans qu'il est dans le lac. On pourrait se dire que, en fait, il a bel et bien existé, juste, il est mort, quoi. 1400 ans, c'est quand même long, les mecs. Ça se conçoit, non? Voilà ce qu'on sait à peu près de Nessie en 2026. Le plus probable, c'est qu'en fait, ce soit une anguille géante ou tout simplement des vagues stationnaires. On est très loin du plésiosaure dont on nous parle depuis le début de l'histoire. Donc voilà ce qu'on sait de Nessie aujourd'hui, et c'est la conclusion qui s'approche tout doucement malheureusement. En 2026, on n'arrive pas à établir que Nessie existe ou a existé, parce que on ne retrouve aucun échantillon, donc le plus probable c'est qu'il s'agisse bel et bien de vagues stationnaires, ou bien tout simplement d'anguilles géantes dans le lac. Mais j'aimerais juste conclure sur, est-ce réellement important de savoir que Nessie existe ou pas? Est-ce que c'est pas ce doute persistant, cet espoir de croire qu'une créature sous-marine existerait, qui est beau? Ce qu'il faut en conclure de cette histoire, c'est que des dizaines d'expéditions ont été faites, que grâce à ça, on en a appris beaucoup plus sur la faune et la flore au sein des lochs, que ça permet de faire vivre toute une région, parce que du coup le tourisme est grandissant. On a des centaines de personnes qui viennent chaque année voir le Loch Ness pour espérer voir le monstre, donc forcément ça a un impact sur le tourisme et tous les villages aux alentours. Que ça a animé aussi beaucoup de créatifs qui ont essayé d'en faire des vidéos, qui sont passionnés par ces histoires-là et qui nous les transmettent, qu'on a de nombreux dessins animés et films. Je vous conseillerais d'ailleurs un dessin animé de Scooby-Doo et le Loch Ness. C'est un souvenir d'enfance, c'est cadeau, j'ai adoré. Et voilà, et je pense que ce qu'il faut en conclure et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'en fait, c'est pas important de savoir si c'est vrai ou pas, et que ce soit pour le Loch Ness, mais aussi pour par exemple la bête du Gévaudan, la bête des Vosges chez nous, le Bigfoot ou le Yeti, finalement on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des gens passionnés qui fassent du contenu dessus, et que ces légendes continuent de vivre encore aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Nessie. Je suis désolé, elle est peut-être un peu brouillon, pas parfaite. Je sais que par exemple j'ai beaucoup regardé le retour à côté de moi, mais c'est la première vidéo, ce sont des choses qui vont être retravaillées au fur et à mesure. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà quelques sujets en tête, ça devrait pas tarder à arriver. Rien n'est encore fait, ce n'est pas prévu, rien n'est tourné, rien n'est écrit, j'ai juste des idées. Mais voilà, je vous promets de revenir très vite. A très bientôt, à la prochaine, et amusez-vous bien!
Ah oui, et juste petite phrase de fin, on n'oublie pas surtout, on fait clic droit sur la vidéo, lire en boucle, parce que c'est comme ça qu'on fait des stats aujourd'hui en 2026, vous mettez ça sur un coin de votre écran, on s'en fiche, et la vidéo elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, et moi ça me fait des vues, je suis très content. Et voilà, cette fois-ci c'est un vrai bisou, à la prochaine.